Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir les brèves d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Scène sauvage lors d'un match amical U15. Ça fait le buzz. Éliminatoire Cannes 2025. Quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, nous sommes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous suivez votre émission La Grande Team, votre émission essentiellement sportive, où chaque soir, du lundi au vendredi, nous passons au peigne fin l'essentiel de l'actualité sportive. La question LGT de ce soir, éliminatoire, quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? Bien sûr, nous nous intéresserons aux éléphants ce soir. Et à mes côtés, j'aurai donc Jean-Philippe, le retour de Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Ravi de vous retrouver. Merci. José Dati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bon, ravi de vous retrouver aussi. José Dati, n'oubliez pas le carton jaune. Toujours. Je crois que le carton m'est destiné uniquement. Hein? Non, pas uniquement. Il y a d'autres personnes de la team aussi, mais bon, je préfère prévenir d'entrée de jeu. Pas de souci. C'est bon? C'est bon. D'accord. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Mais ça va très bien, ça va très bien, merci. Ok, bon. Vous n'êtes pas un adepte des cartons, bien heureusement. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc, Aimé Tchétché, il y a aussi un carton rouge et un carton jaune. À toute éventualité. Voilà. Voilà qui est bien dit. Jean-Philippe, vous êtes aussi concerné. La question LGT de ce soir, je vous la redonne donc. Éliminatoire, quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? 90 minutes de direct, bien sûr, en votre compagnie, amoureux du sport. C'est parti avec la première rubrique de cette émission. Ici LGT News. On y va. LGT News. Ouvrons les news de ce jour avec le rallye international SSV Côte d'Ivoire 2024. Une vingtaine de véhicules alignés au départ à San Pedro. Les villes de San Pedro et de Grand Bérébi accueillent dès ce vendredi le rallye international SSV Côte d'Ivoire 2024. Une course à laquelle prendront part une vingtaine de véhicules jusqu'au samedi prochain. Les initiateurs de cette compétition, avec le concours de la Fédération ivoirienne de rallye Side by Side Vehicle, dirigée par Aka Bosson, sont à pied d'œuvre depuis quelques jours pour gagner le pari de l'organisation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout est fin prêt pour offrir un spectacle de qualité. Des pilotes étrangers sont annoncés sur ce rallye international SSV Côte d'Ivoire 2024. Il s'agit de l'équipage franco-nigérien Eric Chiano et Pauline Volpe, Florent Todeschini et Florian Barral, champions de France, Stéphane Orlandi et Gladys Maréchal. Les férus du sport mécanique seront en tout cas gâtés vendredi avec la super spéciale, un tour de présélection en mode d'exhibition, puis une spéciale en ville longue de 8 km. Handball, 5e édition des Awards. Les meilleurs de la saison récompensés le week-end prochain. Les meilleurs handballeurs de la saison écoulée seront connus samedi prochain à l'occasion de la 5e édition des Awards du handball ivoirien prévu au CSTKO, situé entre Adjamé et Cocody. À quelques jours de cette cérémonie solennelle, les préparatifs vont bon train au niveau de la Fédération ivoirienne de handball. Les meilleurs joueurs, hommes et dames, dans tous les compartiments de jeu, seront récompensés, de même que les encadreurs et les arbitres les plus méritants. Outre ces distinctions individuelles, les équipes championnes de la saison, aussi bien chez les seniors que chez les juniors et cadets, recevront des prix. Les personnalités sportives qui auront contribué au rayonnement du handball tout au long de l'exercice écoulé ne seront pas oubliées. Lutte, tournoi national ranking à Clermont-Ferrand. Céline Bakayoko s'offre la médaille d'argent. Céline Bakayoko a décroché la médaille d'argent au tournoi national ranking qui s'est déroulé à Clermont-Ferrand en France du 9 au 10 novembre dernier. Cette compétition est considérée comme la deuxième plus grande organisée sur le sol français. Ce tournoi a regroupé 950 lutteurs au total, venus de plusieurs pays, dont la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, la Géorgie et la Côte d'Ivoire.
Céline Bakayoko, qui combattait dans la catégorie des moins de 57 kg, a battu tour à tour Karobi Ramaissa 9-7, Sheima Valero 11-0, Sanchez Graciela 11-8, avant de baisser pavillon en finale devant Raume Carla 11-1. Quelques semaines auparavant, l'athlète ivoirienne avait remporté une médaille de bronze lors du tournoi national ranking de Besançon en senior chez les moins de 62 kg. À présent, le chapitre football, Dieng Ousseynou et Jacques Anouma, immortalisés par la LFP. À travers sa ligue de football professionnel LFP, la FIF a immortalisé Feu Dieng Ousseynou, premier président à avoir offert à notre pays sa première Coupe d'Afrique en 1992, et Jacques Bernard Anouma, premier président à avoir qualifié la Côte d'Ivoire pour sa première Coupe du Monde en 2006. En effet, la salle de réunion de la LFP a été baptisée au nom de Feu Dieng Ousseynou, tandis que la salle VIP s'appelle désormais Jacques Anouma, un geste de reconnaissance que le président d'honneur a apprécié à sa juste valeur lors de la cérémonie de baptême tenue dans les locaux de la FIF 6 à Trècheville. Dieng est son mentor. C'est lui qui m'a fait venir dans le football. Je suis fier et heureux que la FIF l'honore. Nous allons porter avec dignité l'honneur qui nous a été fait. Merci au COMEX, a déclaré Jacques Anouma en présence de l'épouse de Feu Dieng et bien d'autres invités. Pour sa part, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a promis d'honorer Feu Sidi Diallo et Sori Diabaté. Ils seront également immortalisés sur les prochaines salles de l'extension de la FIF, a-t-il affirmé. Cannes 2025. Le Cameroun en Afrique du Sud, 103 stars. Les Lions indomptables du Cameroun se sont envolés hier pour l'Afrique du Sud en vue d'affronter la Namibie dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2025. 3 éléments n'ont pu effectuer le déplacement. Il s'agit de Carlos Baleba, Brian Mbeumo et André-Franck Zambo Aguissa. Baleba, le jeune milieu de Brighton, est forfait pour cause de blessure, tout comme l'ailier de Brentford, Brian Mbeumo, touché au pied. Zambo. La question LGT de ce soir, éliminatoire, quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? Éliminatoire Cannes 2025, quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? Vous pourrez donc nous joindre dans quelques minutes avec le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi la page Facebook de la 3 reste disponible pour vous. Pour le débrief des news, on commence avec José Diati. Oui. Bon, on apprend au niveau de la Fédération ivoirienne de football que des salles ont été récemment baptisées au nom de deux anciens présidents de la Fédération ivoirienne de football. L'un est décédé, c'est Dieng Ousseynou, et l'autre est encore en vie, c'est Jacques Bernard Anouma. Oui. Et la salle dédiée, baptisée au nom de Dieng Ousseynou, c'est la salle qui est dans le bâtiment annexe de la Fédération ivoirienne de football, le bâtiment de la Ligue de football professionnel. Et celle baptisée au nom de Jacques Bernard Anouma, la salle du 3e étage de la Fédération ivoirienne de football, là où est logé le bureau du président de la Fédération. Et je pense que c'est une bonne initiative pour ces deux personnes-là qui sont des personnes clés quand même dans le football. Dieng Ousseynou, on sait ce qu'il a apporté. Il a remporté en tant que président de la Fédération ivoirienne de football la CAN 92. Et quant à Jacques Anouma, c'est vrai qu'il a qualifié la Côte d'Ivoire pour le mondial 2006. Mais il faut dire que aussi c'est le père de la modernisation du football ivoirien. C'est avec lui que le football a connu vraiment toutes ces lettres de noblesse. Non, pas de noblesse, je veux dire, mais je veux dire d'organisation pratique du football, la professionnalisation à tous les niveaux. Ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a eu quand même un certain standing qui est encore là aujourd'hui. On annonce pour la prochaine fois rendre hommage aussi à Sidi Diallo, Feu Sidi Diallo et Feu Sori Diabaté, qui ont aussi contribué au développement du football. Mais j'aurais souhaité que vraiment, bon, ça se fasse
bien avant, pour ces deux personnages-là qui ont contribué vraiment au développement du football. Bien avant, c'est-à-dire? Non, bien avant, je veux dire, bon, je ne vais pas prioriser les choses, mais je veux souhaiter que ce soit eux d'abord qui soient mis en avant. Ah, d'accord, voilà. ok, je comprends mieux. Et puis après, après on aurait pu penser à... Parce que ces deux personnages vraiment clés aussi de notre football. Ça leur fait plaisir aussi. Bon, de toute façon, on dit ça va se faire. De toute façon, ils seront honorés. Oui, ça va se faire, donc on attend. Donc c'est une bonne initiative. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Et puis, Jean-Philippe, avec vous, on parle de Céline Bakayoko, c'est ça? Non, des liens du Cameroun. Ah, plutôt. ok, d'accord, du Cameroun. Voilà, parce que c'est vrai que Céline Bakayoko, elle a une très belle actualité du côté de la France avec ces belles compétitions auxquelles elle participe. Oui, sauf une médaille d'argent. Voilà, au niveau de la lutte. Mais je vais m'appesantir un peu sur le Cameroun. Le Cameroun qui s'était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations et qui doit effectuer un voyage du côté de l'Afrique du Sud pour affronter la Namibie. On sait que Marc Brice, avec l'accalmie qu'il y a aujourd'hui du côté du Cameroun entre l'Africa Foot et lui, donc le ministère, commence à avoir son beau monde. Il commence à avoir, je dirais, cette paix qu'il a tant recherchée au niveau de son effectif. Et il profite de cette dernière fenêtre des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations pour essayer d'avoir les automatismes qu'il faut au niveau de ses joueurs. Mais là, il va être imputé quand même de 3 grosses figures de cette équipe du Cameroun aujourd'hui. Le jeune Baleba, coéquipier de Simon Adengra du côté de Brighton, magnifique milieu de terrain, qui aujourd'hui est en train d'apporter sa touche technique au niveau de ce secteur du jeu des Lions Indomptables du Cameroun. Malheureusement, il ne pourra pas être présent. Il y a également Brian Mbemo, l'ailier puissant de cette formation également, qui ne sera pas là. Et le troisième joueur forfait de cette formation du Cameroun, qui est aussi également un cadre. Donc il faut dire qu'au niveau de cette équipe du Cameroun-là, je pense qu'ils ont plus envie de remonter sur la scène continentale, eux qui détiennent 5 étoiles, donc 5 victoires là, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils veulent revenir de fort belle manière du côté du Cameroun, mais cela passe également par la disposition de tous les joueurs. On sait que généralement, au niveau des fenêtres africaines, quand les nations sont qualifiées, les grosses stars ont tendance à traîner les pas et souvent à ne pas venir je voulais dire en collaboration, mais je dirais avec leurs clubs respectifs, ils trouvent des moyens de pouvoir excuser leur absence. J'espère que ce n'est pas le cas qui concerne cette équipe du Cameroun-là. Quoique quand même sur ces éliminatoires, le Cameroun a réalisé un sans faute. Donc il faut faire attention aux Lions Indomptables de notre ami Marc Brice. Pour la CAN 2025. En tout cas, le Cameroun en Afrique du Sud, sans 3 de ses stars. Et puis, Aimé Tchétché, oui. Alors sur l'arrivée de Jackson au Real de Madrid, je pense plutôt que c'est pour fouetter, à mon avis, même si le Real de Madrid est capable de recruter ce joueur, buteur de Newcastle, je pense que c'est pour fouetter, à mon avis, l'orgueil de Kylian Mbappé, qui a le moral complètement dans les chaussettes, comme on dit. Mais Kylian, c'est un garçon extraordinaire, c'est un garçon qui sait exactement ce qu'il veut et où il va. À mon avis, les gens doutent encore, est-ce qu'il va être performant tout au long de la saison? Il y a d'abord l'adaptation, mais il y a le fait qu'il connaît une période de crise. Et ça ne pardonne pas au niveau du football. Quand mentalement, vous n'êtes pas bien dans la tête, eh bien, 10e de seconde suffit pour que vous ratiez l'immanquable. Donc, voilà, à mon avis, c'est un garçon qui va refaire surface. Et que là, sur le coup de Jackson, je pense que c'est pour fouetter son orgueil, mais il va se remettre au travail, décompresser et puis revenir au top. Et puis revenir au top. En tout cas, c'est un vrai concurrent à Mbappé qui sera recruté bientôt. Tout à fait. Voilà, la question LGT de ce soir, amoureux du sport, éliminatoire CAN 2025. Quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 et ravis de passer d'agréables soirées sportives en votre compagnie, amoureux du sport, chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour l'heure, nous passons à ce qui crée le buzz sur le plan sportif. On y va.
C'est une scène incroyable, une bagarre généralisée lors d'un match amical des U15. Bon, plus de détails dans cette vidéo. On regarde. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours. Plusieurs joueurs se sont livrés à une bataille sur le stade George Capwell d'Emelec en Équateur. Les équipes U15 de l'Équateur et de l'Argentine se sont livrées un match amical qui s'est révélé tout sauf amical. En effet, cette confrontation s'est terminée dans le scandale et le chaos après que plusieurs joueurs ont échangé plusieurs coups sur la pelouse. Les joueurs des deux camps ont débattu avec chaleur jusqu'à ce qu'une poussée déclenche une bagarre généralisée. Des coups ont été échangés et les acteurs se sont saisis par le coup. Un chaos capturé dans une vidéo montrant un joueur utiliser le drapeau de coin comme s'il s'agissait d'une lance. Les encadreurs des deux camps ont tenté de séparer sans succès. La bagarre a duré plusieurs minutes jusqu'à ce que les tensions s'apaisent. Bon, c'est quand même incroyable, hein? Aimé Tchétché, ex-footballeur international. Est-ce que c'est possible, ce genre de choses? Bon, c'est possible, on vient de le voir, mais c'est incroyable quand même. Oui, à l'heure actuelle, on est quand même en 2024. Hein. Oui. Je pense que les mentalités ont changé et que ce genre de choses ne devraient plus se produire. Mais en Amérique du Sud, les choses sont restées telles quelles, visiblement. Et là, à l'âge de 15 ans, c'est traumatisant pour ces garçons-là. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose qu'on ne nous dit pas dans la vidéo, mais la bagarre qui éclate là, c'est pas fortuit. Mais c'est surtout dû certainement à la rivalité entre les pays. Entre les deux pays. Entre les deux pays. Mais il y a également le résultat, certainement, du match qui devait être extrêmement important. Nous, ça nous est arrivé il y a quelques années, quand on était plus jeunes, dans les championnats scolaires et universitaires, quand on jouait nos matchs de qualification. Après, nos supporters rentraient sur le terrain parce qu'on était menés pour gâcher la rencontre, pour qu'elle soit rejouée. Voilà. Donc, mais là, c'est vraiment difficile, surtout que maintenant, les résultats sont devenus très, très importants au détriment du jeu pour des moins de 15 ans. En plus, c'est un match amical. En plus, c'est un match amical. Voilà, et donc, qui n'avait rien d'amical. Ben voilà. Je veux dire, la rivalité n'a rien d'amical quelquefois. La rivalité, vous voulez dire, entre Argentins et équatoriens. Donc, en tout cas, les matchs entre Sud-Américains sont très souvent très tendus, Jean-Philippe. Mais moi, ça ne me surprend pas. Je le dis clairement. Lors de la dernière édition de la Copa América qui s'est tenue aux États-Unis, pendant une rencontre Uruguay-Colombie, Darwin Nunez, attaquant uruguayen qui est sociétaire de la formation de Liverpool, en fait, le match s'est retrouvé dans les gradins en train de se battre avec des supporters de l'équipe adverse. Vous voyez? C'est la compétition la plus suivie de tout le continent américain. C'est vrai. Donc, quel exemple vous donnez à cette jeunesse quand elle regarde la compétition majeure avec des tacles de certains joueurs qui veulent arracher la cheville de leurs adversaires, des bagarres généralisées à chaque fois, puisqu'ils sont tellement à la limite que les arbitres sont obligés d'intervenir. Et c'est avec la complicité de la CONCACAF, ils appellent ça la particularité du football sud-américain. C'est drôle, mais voilà, je dis où cette particularité l'amène. Ça influence les jeunes. Voilà, ça influence les jeunes. D'un autre côté, sur cette rencontre, moi je vois deux équipes. Une équipe équatorienne composée uniquement pratiquement de jeunes noirs et une équipe de l'Argentine dont on sait que c'est assurément le seul pays d'Amérique du Sud à n'avoir pas du tout de noirs au sein de l'équipe nationale. Est-ce que cette bagarre n'a pas de relent à caractère raciste? À caractère raciste. Voilà, je m'interroge aussi. Donc, je pense que ça va au-delà de la rivalité. C'est une problématique qui est au-delà même de ce que ces jeunes-là font, parce que les jeunes ne font que copier l'attitude de leurs aînés. Comment est-ce qu'on forme ces garçons? Comment est-ce qu'on les éduque sportivement sur le respect comment on appelle, de la règle du fair play, sur le respect du résultat d'une rencontre de football. Et déjà à cet âge-là, ce qu'on apprend aux garçons d'habitude, c'est de prendre du plaisir en jouant. À 15 ans déjà, s'ils sont préoccupés par les résultats et si ça donne à ce genre d'actes, ben, je n'ose pas imaginer quand ces garçons-là seront majeurs, ils vont se retrouver dans les grandes compétitions. Donc, si la CONCACAF ne commence pas à régler les problèmes de violence, même pas forcément dans les gradins, mais sur les stades, avec les attitudes de leurs joueurs, même dans leurs grandes compétitions,
mais ne suis pas étonné d'avoir ce genre d'acte. En tout cas, c'est bien dommage. Oui, José Diati. Bon, les pays d'Amérique du Sud, bon, Amérique centrale, Amérique du Sud, le football, c'est comme on dit, c'est une religion. Hein. Les bagarres? Non, je veux dire, c'est une religion, je veux dire, c'est la passion. D'accord, La passion est débordante. Non, en fait, et ce qui se matérialise par tout ce qu'on voit. Mais je pense qu'à travers ces images, je pense que les encadreurs ne font pas leur... Je ne veux pas me mettre à la place des encadreurs, mais je pense qu'il y a un message peut-être qui ne passe pas. Vous pensez que ce comportement remet en cause l'éducation de base des encadreurs? Dans les centres de formation. Des centres de formation, voilà. Parce que c'est quand même grave pour une catégorie de U15. Voilà. En plus, c'est un match amical. Voilà, c'est quand même grave. C'est vrai qu'il peut y avoir la rivalité, mais le rôle des encadreurs, c'est de dire on est venu jouer, il y a un perdant, il y a un gagnant, vous êtes venu vous faire des amis, et vous êtes venu pour progresser, on est venu voir comment est-ce que vous allez évoluer. Voilà, à partir du moment où on dit ça aux enfants, c'est vrai que le résultat, bon, toute personne qui perd un match, c'est vrai, n'est pas content, mais au-delà du résultat, les enfants voient autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu une exagération de tout ce qui concerne le football en Amérique centrale et puis en Amérique du Sud. Bon, le continent américain, même en Amérique du Nord, bon, Canada, États-Unis, là, c'est l'exagération dans d'autres domaines. Hein. Domaine du développement, tout est à l'excès. Bon, ici, c'est le football. Bon, c'est vraiment dommage. Ce qui me choque aussi, je ne vois pas quand même un service de sécurité minimum, quoi. Je ne vois pas. C'est un match amical, mais quand même, ne peut s'imaginer quand même deux stadiers, les encadreurs sont débordés. Bon, voilà. Bon, ils étaient tous débordés. Mais Marie-Christine, c'est dans leur jeune, les Sud-Américains, les bagarres, ils deviennent doux quand ils viennent en Europe. Parce que la plupart des vedettes qu'on a vues dans les championnats européens, c'était des bagarreurs en puissance quand ils avaient cet âge-là. Et ils ont dû se ramollir dans l'éducation européenne. Voilà. Moi, le piment est trop. Bon, qu'ils arrêtent le piment. Ouais. Allez, en tout cas, cette image a créé le buzz, bien sûr. Bon, la question LGT de ce soir, je vous redonne la question éliminatoire CAN 2025. Quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? C'est tout à l'heure dans l'actu. Mais là, il est grand temps de passer au stade du jour. On y va. Et on démarre pour les stats du jour. 41. Le Ballon d'Or 2024 s'est finalement joué à seulement 41 points entre Rodri et Vinicius. 1170 points pour l'Espagnol contre 1129 points pour le Brésilien. 49 des 99 votants ont placé le milieu de Manchester City en première position contre 33 pour l'attaquant du Real Madrid. 10. Mohamed Salah est actuellement le joueur le plus décisif des 5 grandes ligues européennes. L'attaquant égyptien a marqué 10 buts et délivré 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec Liverpool depuis le début de la saison. 8. Chelsea a établi un nouveau record en signant la plus large victoire en Conference League après son succès éclatant 8-0 contre le Noah Football Club d'Arménie. Voilà, bon, entre Rodri et Vinicius, le Ballon d'Or s'est finalement joué à peu de choses. Qu'est-ce qui a fait la différence? Jean-Philippe. Mais c'est un vote loufoque. Je le dis clairement parce qu'on a même certains votants qui ont décidé de démissionner du jury. Ouais. Et on a eu des votes qui, je dirais, ne traduisaient pas du tout un esprit, ne serait-ce qu'objectif, dans le choix. Voyez-vous, on a eu à faire ce débat ici, il y a eu de ça quelques jours, on a parlé des critères à respecter au niveau de la désignation du Ballon d'Or. Oui. Mais quand vous avez des journalistes, par exemple, qui placent Kylian Mbappé en tête, ou certains qui n'étaient même pas Vinicius dans le top 10, on comprend que là, on sort de la sphère de la logique, on sort de la sphère de, je dirais, le bon terme, c'est-à-dire le fait d'être véritablement impartial. On sort de cette sphère-là, de l'objectivité, voilà, c'est le thème qui m'échappait. On sort de la sphère de l'objectivité, on rentre dans une subjectivité grave.
Et aujourd'hui, de par leurs agissements, malheureusement, le Ballon d'Or n'a pu être célébré de manière grandiose. Durant la cérémonie, après la cérémonie, il n'y a eu qu'un seul sujet qui a été développé, l'absence du Real Madrid et de toute sa délégation. Ah ouais. Ce qui n'était pas du tout l'objectif des organisateurs qui ont même estimé que ça avait été, entre guillemets, l'un des gros ratés de la cérémonie. Ils étaient obligés de se justifier, de montrer les preuves, d'essayer de recoller les morceaux. Moi, je suggère simplement à France Football de revoir son collège électoral, de revoir son mode même de désignation du Ballon d'Or, d'avoir 2 collèges, comme les grandes élections dans les super grandes démocraties. Un collège fait de journalistes qui vont voter, qui va compter pour un certain pourcentage. Un deuxième collège qui est fait par la rédaction même de France Football pour essayer de corriger certains choix de certains journalistes qui ne sont pas du tout objectifs. Et puis le dernier collège qui doit être constitué, à mon sens, de Ballon d'Or à la retraite. Je pense qu'il y en a suffisamment qui sont en vie. Ils peuvent faire un collège de 5 à 10 anciens Ballons d'Or. Donc on a 3 collèges et ensuite on va tout simplement pondérer le vote de chacun. Et je pense qu'on aura peut-être un Ballon d'Or le plus équitable possible. Okay. Voilà, où chaque collège vote, par exemple, le grand collège va voter le top 10, la rédaction va corriger pour faire sortir un top 5 ou un top 3 qui va être soumis maintenant au choix du dernier collège. Je pense que ça va nous éviter peut-être ce genre de choses qu'on a pu voir là. En tout cas, c'est des propositions. Oui, mais c'est dommage pour Vinicius. Oui. Le Real Madrid ayant décidé, au niveau de son administration, de se retirer de l'organisation, mais pas les joueurs qui pourraient y participer. Tout ça pourquoi? Parce que certaines personnes n'ont pas voulu avoir de l'objectivité dans leur vote. Ils sont plutôt partis avec leurs sentiments. Mais félicitations à Rodri, 41 points. Oui. C'était quand même serré. Et, très serré. Voilà. C'était très serré en tout cas. Et puis on a Mohamed Salah. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez de la saison de Mohamed Salah? Mohamed Salah qui est actuellement le joueur le plus décisif des 5 grandes ligues européennes. C'était un véritable champion, Mohamed Salah. 10 passes décisives, 10 buts. Il fait tout, il sait tout faire en attaque. Il a un calme froid dans la surface de réparation avec ce toucher de ballon qui lui confère, on aurait dit un orfèvre. Oui, quand il marque un but, des fois il ne force pas, il met juste un coup de patte, une balle liftée pour faire la différence. C'est un grand champion. Je me rappelle d'une de ces saisons, 2017-2018, où il avait marqué 32 buts en 36 matchs en Première Ligue. Ensuite, 11 buts en Ligue des Champions en 15 matchs. En 15 matchs, c'est vraiment la marque. Il a eu plusieurs distinctions. Hein. Il a été désigné joueur africain de l'année 2018 et 2019. Oui. Soulier d'or en 2017, 2019 et 2022. Donc, malgré son âge, il se bonifie toujours. C'est un champion. Et je pense que les attaquants, nos jeunes garçons, nos jeunes frères devraient le regarder. Je vais prendre exemple sur Mohamed Salah. Prendre exemple sur Mohamed Salah parce que c'est un orfèvre dans la surface de réparation adverse. D'accord. Et José Dati, est-ce que vous pensez que Mohamed Salah, justement, peut être considéré comme le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue? Ouais, pour moi, c'est un excellent joueur, mais je ne pense pas. Mais vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Mais vous le pensez hein? Vous le pensez juste un oui ou un non? Oui. Non, moi je ne pense pas, parce que pour moi, le meilleur, celui que je vois comme meilleur joueur africain de la nation, pour moi, c'est Didier Drogba. Pour moi, c'est Didier Drogba. D'abord par son aura, et puis par ses performances. Ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui joue dans une équipe, qui supplante l'équipe par son aura, qui est le patron de l'équipe, sans être capitaine, hein, qui est le patron de l'équipe, où il y a 3 grands capitaines dans une équipe phare, 3 grands capitaines de sélection nationale, Michael Ballack, Andrei Shevchenko, John Terry. Les 3 capitaines sont dans la même équipe. Didier Drogba est dans cette équipe, mais c'est le patron. Donc on ne peut pas, pour moi, avec les performances de Didier, il a remporté une Ligue des Champions, effectivement, il a beaucoup de performances, mais rien que ça, si vous arrivez en Angleterre aujourd'hui, si vous posez la question, il n'y a pas de débat. On n'était pas en train de les comparer. Hein. C'est ça. Non, je dis pour moi. Non, il dit pour lui. Pour moi, ce n'est pas Mohamed Salah. Voilà. Pour moi, ce n'est pas Mohamed Salah, c'est Didier Drogba. Et Jean-Philippe? Pour moi, c'est Salah. C'est Salah? Du point de vue statistique, c'est Salah. Parce que Salah arrive dans une équipe qui s'appelle Liverpool, qui n'a plus été championne d'Angleterre depuis de très nombreuses années.
de très nombreuses années. Quand on regarde les performances, quand on regarde, je crois que c'est le meilleur buteur africain de toute l'histoire même de comment on appelle, la Première Ligue. Il était meilleur buteur de ces championnats, il a tout remporté dans ces championnats-là. Et à son âge, il continue de performer à très haut niveau. Didier Drogba, c'est l'Ivoirien, c'est l'éléphant qui assurément a ouvert la porte, la grande porte du football anglais aux Ivoiriens, parce qu'il y a eu Bakayoko Ibrahim avant lui, certes, mais avant lui, il n'y avait pas un Ivoirien qui avait véritablement performé dans cette ligue. Donc c'est lui qui a été le précurseur derrière. Il y a eu les Kalou, les Salomon Kalou et toute la clique. Mais ce que Salah fait aujourd'hui, je pense que ce n'est pas discutable. Même le petit point que je voulais dire concernant Salah, ce n'est même pas sur sa personne. Je regarde l'équipe de l'Égypte et puis je me pose aussi une question. Parce qu'ils ont au niveau de l'Allemagne un garçon qui est extraordinaire, qui s'appelle Marmouche, qui est l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. En Angleterre, ils ont Mohamed Salah. Quand on regarde les sélections africaines aujourd'hui, très peu de nations ont des 9 qui performent dans les grands championnats. L'Égypte, ils ont ces 9-là, mais bon, apparemment pour l'instant, ça ne passe pas trop. Ça ne passe pas. Voilà. Et j'espère que bientôt la Côte d'Ivoire aura des 9 de cette performance-là. Mais pour moi, sur cette question, qui n'est vraiment pas la question au débat, je pense que Mohamed Salah n'use pas ce qu'on en pense de lui dans la généralité comme étant le meilleur joueur africain de la Première Ligue. D'accord. Bon, on respecte vos avis, messieurs, sur le plateau. Bon, quelque chose qui commence à passer, par contre, je vous demande, c'est les nombreux investissements de Chelsea qui commencent à porter leurs fruits. Oui, avec l'arrivée de Enzo Maresca. Oui, Enzo Maresca. Voilà, l'ancien entraîneur de Leicester, c'est toujours en Angleterre. Oui. Il a été d'abord adjoint de Pep Guardiola. Et à Leicester, déjà, là-bas, à 36 matchs, il avait 36 victoires. En 38 matchs, 36 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Ce qui lui a d'ailleurs valu son transfert à Chelsea. Et qu'est-ce qui a changé, justement, depuis que le technicien Mais au niveau du technicien, c'est son style de jeu. Son style de jeu qu'il a certainement appris auprès de Guardiola, c'est-à-dire garder le ballon, la possession du ballon, demander à ses latéraux en phase offensive d'intégrer le cœur du jeu, c'est-à-dire le milieu du jeu, pour apporter des appuis au seul attaquant, d'ailleurs, parce qu'il joue en 3-5-1, et de leur apporter, demander à 4 joueurs offensifs d'apporter le soutien maximum à l'avant-centre. C'est ça qui a changé dans le jeu de Chelsea. On a vu Chelsea sous... voilà, c'était pas vraiment ça, mais avec Enzo, là, on se régale. On se régale. C'était un spectacle beau à voir. Le jeu tout en mouvement. C'est vrai qu'ils prennent des buts au Maou. Il ne faut pas, mais il ne faut pas, c'est une très, très belle équipe en ce moment. D'accord. La question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025. Quelle est la meilleure option défensive pour se qualifier en Zambie? Dans quelques petites minutes, nous, on s'intéressera bien sûr à la défense des éléphants. Pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et puis, justement, la question LGT de ce soir change. Mais pour l'heure, je préfère vous annoncer qu'on passe à l'actu. D'abord, on y va. Et le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Très chers téléspectateurs, je vous ai annoncé que la question LGT change. Je vais vous dire pourquoi est-ce que la question LGT change en pleine émission, en plein direct actuellement de la Grande Team sur la 3. Eh bien, c'est parce que le match Tchad-Sierra Leone comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 vient à peine de prendre fin avec un résultat, un match nul, un but partout. Ce qui, justement, qualifie l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, sans pour l'instant affronter déjà la Zambie et le Tchad, je peux vous annoncer, j'ai l'honneur même de vous annoncer que la Côte d'Ivoire, que les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Ça mérite des applaudissements plus vivants, messieurs. Les champions d'Afrique, c'est le minimum qu'on voilà, donc nous sommes qualifiés. Donc on part sereinement à affronter la Zambie
et le Tchad. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour Maroc 2025. La question LGT de ce soir est donc reformulée ainsi, hein, éliminatoire CAN 2025. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Tout simplement, on affronte la Zambie, on est déjà qualifié pour la CAN 2025. Ouh là là, ça fait plaisir, n'est-ce pas, José Diati? Ouais, impression, plaisir, avant ouais. de poursuivre. Bon, c'est pas une évidence. Bon, on pourrait dire que c'est une évidence, mais comme on est au foot, rien n'est évident. Oui. C'est déjà une bonne joie pour nous. C'est une bonne joie, Ouais, on est soulagé. On sera au rendez-vous, on est soulagé vraiment. Voilà, Jean-Philippe, on est qualifié, oui. Oui, on est qualifié. C'est triste pour l'équipe de la Sierra Leone qui est une formation quand même qui va garder en esprit qu'elle fait partie des 3 formations ayant battu la Côte d'Ivoire sur l'année 2024, puisque le Nigeria nous a battus, la Guinée équatoriale et ensuite la Sierra Leone. Malheureusement, cette équipe sierra-léonaise ne sera pas présente à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que quand elle y est, elle pose souvent des problèmes aux éléphants de Côte d'Ivoire. Elle a très bien joué ses éliminatoires, notamment à Monrovia où elle nous a battus. Mais bon, les Tchadiens se sont montrés très solides. Une équipe tchadienne qui n'a pas été la victime expiatoire de cette phase de poule, parce qu'elle a accroché les Sierra-Léonais lors de la première journée. Elle a accroché les Zambiens et il lui restait un match face à la Côte d'Ivoire. C'est une formation avec laquelle on va devoir compter dans les années à venir. Elle a très bien joué le coup du côté du stade Alassane Ouattara de Bimpe. En plus, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, donc voilà. Attention, la Sierra Leone peut se qualifier. Hein, si la Zambie... Le dernier match, oui, c'est contre la Zambie, mais voilà. nous, on est qualifiés. Voilà, excusez-moi, je les vois. Non, en fait, je les vois éliminés parce que on était qualifiés, mais c'est vrai. Bon, de toute c'est vrai que la Sierra Leone peut tous se qualifier parce que la deuxième place. Jean-Philippe, moi, ma question, c'était surtout votre impression parce que les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés. Oui, mais pour les éléphants de Côte d'Ivoire, écoutez, quelques mots, pour moi, nous sommes contents d'y être. Mais bon, la Côte d'Ivoire se qualifier pour la CAN, c'est un examen quasi réussi pour elle. C'est le pays qui a disons, qui est deuxième au niveau du nombre de participations derrière l'Égypte. L'Égypte, oui. Donc, pour moi, c'est... On ne va pas dire que c'est un non-événement, hein, mais c'est pas un non-événement. Voilà, pour moi, c'est dans la droite ligne des choses. Voilà, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Donc, les Marocains, attention, on va pour le back-to-back. Voilà, les Marocains, attention, les éléphants pour confirmer notre victoire d'habitude. Oui, Ahmed Tchétché, on est qualifiés. Vous voyez, c'est une très bonne nouvelle. On aurait pu l'être pendant le match, après le match contre la Sierra Leone. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Et là, c'est une très belle nouvelle. Ça aura fait désordre de voir la Côte d'Ivoire empêtrée dans des calculs en un point fini. Aujourd'hui, les éléphants vont jouer vendredi contre la Zambie. Andola, très, je dis, décontracté, mais assez vigilant et sérieux. Mais cette l'information de ce soir, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Vous voyez, je donne de bonnes nouvelles, hein, Michichi. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes la préférée de la chaîne. Merci beaucoup. Donc, je vous ai donc annoncé ces très belles nouvelles, très chers téléspectateurs amoureux du sport, de la grande team, de la 3. Voilà, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont donc qualifiés. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Et la question LGT de ce soir est donc reformulée ainsi, éliminatoire CAN 2025. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Voilà, le téléphone est ouvert. Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. On regarde ce élément préparé par la rédaction et puis nous on revient sur le plateau de la grande team justement pour répondre à la question LGT de ce soir. On y va. Voilà, éliminatoire CAN 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? La Côte d'Ivoire déjà qualifiée ce soir, hein, après le match nul Tchad-Sierra Leone. La Côte d'Ivoire est donc qualifiée dès ce soir pour la CAN 2025 au Maroc. Attention, les éléphants arrivent pour la 4e étoile. Oui, on va pour la 4e étoile, mais Marie-Christine, si vous me permettez en quelques secondes, c'est de terminer le scénario de cette poule quand même qui est... excusez-moi, qui est, je dirais, assez intéressant en termes de scénario, parce qu'on essaie de faire un tout petit peu les simulations. Tout à l'heure, j'avais annoncé avec la qualification des éléphants que la Sierra Leone était éliminée. Mais non, seule la victoire zambienne demain face aux éléphants de Côte d'Ivoire éliminerait automatiquement l'équipe sierra-léonaise. Oui. Donc, si on part déjà sur ce chemin, je dirais... l'avenir des Sierra-Léonais dans ces éliminatoires passe
par la prestation des éléphants. Et les éléphants, la dernière fois qu'ils sont allés croiser les Chipolo Polo de la Zambie, en juin 2023, la Côte d'Ivoire organisant la Coupe d'Afrique des Nations, cette rencontre comptait pour du beurre pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Résultat des courses, on avait beaucoup de professionnels qui n'étaient pas venus. 12 joueurs avaient évoqué des raisons médicales pour ne pas répondre à l'appel de Jean-Luc Gasset. Et ça l'avait véritablement agacé. Puisque quand on était revenu à Abidjan, il s'était justifié en demandant aux journalistes qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Quand 12 joueurs, dont les titulaires vous envoient tous des documents de leurs médecins pour dire qu'ils ont des bobos, qu'ils ne peuvent pas venir. Parce que cette rencontre comptait pour du beurre, ils ne voulaient pas se déplacer pour aller jusqu'à Zambie. Du 17 juin, là. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est pratiquement dans la même configuration. Ils sont partis en Zambie en pensant que la Sierra Leone allait battre le Tchad et qu'on allait devoir jouer la qualification. Le temps, ils ont atterri en Zambie. Peut-être qu'ils sont en train de dîner, on leur annonce qu'ils sont déjà qualifiés. J'espère vraiment que FMS aura la possibilité d'aligner son meilleur 11. Parce que, connaissant les cadres de l'équipe nationale, certains sont capables de dire à l'entraîneur, on est qualifié, je ne vois pas la nécessité de jouer cette rencontre. C'est mieux de tester ceux qui n'ont pas encore joué. Et on va venir avec une équipe expérimentale face à cette formation zambienne et se faire encore laminer comme ça a été le cas en juin 2023. Donc, moi, c'est un élément sur lequel j'aimerais véritablement que l'on s'apesantisse. Parce que quand on a vu la rencontre à Monrovia, ce n'est pas qu'il n'y avait pas le moyen de battre l'équipe sierra-léonaise, c'est parce qu'après la blessure chez Jean-Michel, on a vu certains cadres qui ont un tout petit peu eu peur de la pelouse synthétique et qui ont essayé d'être dans la gestion. Malheureusement, en fin de match, on a pris ce but-là. Donc attention déjà au niveau de la schématisation de cette rencontre sur le 11 que Faye Maison nous proposait. D'accord, très bien. C'est bien noté, Jean-Philippe, éliminatoire CAN 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Nous sommes en direct sur la 3 et n'oubliez pas, l'information vient de tomber, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la CAN 2025 après le match nul Tchad-Sierra Leone. Nous avons un appelant, M. Sanogo, qui nous appelle de Zouenoula. Bonsoir, M. Sanogo. Bonsoir, Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous, j'espère bien. Bonsoir, Martine. Voilà. Bonsoir. Et la question, M. Sanogo. Bonsoir, Philippe. Oui. Bonsoir. Quelle est la meilleure option? De très bonne analyse. Monsieur Sanogo, je peux parler? Oui, oui. D'accord, ok, j'y vais. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Nous sommes qualifiés déjà, vous le savez, non? Oui, oui. D'accord, ok. Donc, je vous ai posé la question, M. Sanogo. Ok, d'accord. Merci, Marie-Christine. Donc, moi, la meilleure option pour la meilleure défense pour ce match-là, je pense que même si nous sommes qualifiés, on ne doit pas changer une équipe qui gagne. Agbadou, avec Evan Dika, latéral gauche, Christopher Operi, et latéral droit, Wilfried Senghor. Je pense que nous devons laver le honneur parce que nous avons été battus par une équipe de Sierra Leone. Je pense qu'on doit battre cette équipe zambienne qui nous a battus en 2012. Pour pas que nous devons sur eux. Donc on ne peut pas mettre une équipe B. Donc on doit mettre notre équipe pour montrer à l'Afrique, pour dire que nous sommes vraiment les champions d'Afrique. D'accord. Vous rejoignez donc les propos de Jean-Philippe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, d'accord, c'est bien noté. Merci. Merci, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci, M. Sanogo, pour votre participation à l'émission. M. Sanogo qui nous appelait donc de Zouenoula. Bon, je vous pose donc la question LGT sur le plateau, messieurs, José Diati, Jean-Philippe et Aimé Tchétché, éliminatoire CAN 2025. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Aimé Tchétché, je vous écoute. Bon, je pense qu'il le sélectionneur devrait pouvoir aligner ses 4 défenseurs majeurs cités par l'émission, je veux dire... L'appelant L'appelant. Oui. Et aussi dans l'élément. Aussi dans l'élément visuel. Yaya Fofana dans les buts. Wilfried Senghor, une défense à 4. Wilfried Senghor, Ndika Agbadou dans l'axe. Et puis le jeune Christopher Operi qui continue... Bien que mal, tu continues de s'intégrer. Il avait fait un très bon match lors du match aller, ici en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Et il doit pouvoir continuer sur sa lancée. C'est une défense solide. C'est une défense solide qui sait se regrouper, qui sait faire bloc et qui sait accompagner quelquefois le milieu de terrain avec les latéraux, dont Christopher et Senghor qui participent énormément au jeu.
Ce qui est sûr, il faut être solide. Il faut être solide, il faut être solidaire, parce que finalement, ce match-là, c'est un match pour la suprématie. Ah oui? Oui. Les Zambiens nous ont toujours... moi, m'ont toujours fait peur. Depuis 2012, j'ai commencé à les prendre très au sérieux. Je prenais déjà les équipes du championnat zambien au sérieux, mais l'équipe nationale, bien qu'elle ait été décimée, c'était rechemisé pour pouvoir nous battre en 2012. Donc, quand je pense à ça, je pense qu'il faut toujours les battre. Et donc, il faut mettre les meilleurs éléments, les éléments en forme du moment pour les battre. Et les battre avec beaucoup de plaisir. C'est un match qu'il faudra prendre très au sérieux avec une défense, je le répète, très rigoureuse, mais compacte, qui doit jouer pour moi comme si c'était une finale. Il n'y a pas de calcul à faire. Il ne faut pas prendre le moindre but, parce que prendre un but tout de suite pourrait compliquer nos affaires. Et eux, les Zambiens, ils veulent terminer premier de la poule G. Ils veulent terminer premier de la poule G. Donc, vouloir battre la Côte d'Ivoire à tous les coups, il faudra les contrecarrer et puis rester très vigilant derrière. Donc pour moi, c'est le meilleur. La Côte d'Ivoire doit jouer en 4-3-3. C'est le style qui leur convient le mieux, avec les milieux de terrain, mais surtout cette défense-là, composée des éléments que nous avons cités. D'accord, très bien. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Nous avons un appelant, M. Dougou, qui nous appelle de Daloa. Nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. C'est avec plaisir qu'on vous prendra en direct sur la 3. Éliminatoire Cannes 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Oui, Emichichi, on vous écoute. Non, pas Emichichi. José Diati. José Diati. C'est la victoire, la qualification des éléphants. Vous me comprenez, non? Vous me comprenez? Si vous ne me comprenez pas, je vous donne un carton jaune. Ah, ok, d'accord. Bon, la meilleure option défensive, c'est de jouer à 4 défenseurs, effectivement. Et titulariser nos défenseurs qui sont titulaires à ces postes-là, voilà. Qui sont Agbadou, Ndika, Gela, non pas Gela, Opéry et Sengo, Wilfried Sengo. Il faut dire qu'on a tout intérêt à jouer avec cette défense-là parce que aujourd'hui, avec le résultat qui vient de tomber de la Sierra Leone, la Zambie a le dos au mur. C'était un match vraiment sous pression pour nous, mais on a encore beaucoup plus de pression parce que la Zambie est condamnée aujourd'hui à gagner son match. La Zambie est condamnée à gagner son match. Et je ne suis pas sûr que le sélectionneur puisse prendre ce match aussi à la légère parce que Emes Faye, d'abord, c'est lui-même un compétiteur, c'est un compétiteur et il a donné le ton lui-même. Il a dit on ira en Zambie pas pour faire un match nul, pas pour revenir avec un match nul, mais pour aller gagner. Donc, il a donné le ton. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Il n'y aura pas de changement de l'équipe. Il n'y aura pas de calcul à faire. La Côte d'Ivoire va pour gagner. Voilà. C'est tout? C'est tout. D'accord. Nous avons un appelant. Monsieur Telassé, qui appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Cannes 2025. Ah, félicitations. Ah, donc, oui. Donc, impression, vous êtes ravi? Oui, je suis vraiment ravi. Je suis content. D'accord. Ok. Le match de demain. Oui. La meilleure option défensive. Voilà, pour mieux possible. Pour rendre le match de demain. Bon, tous les joueurs sélectionnés sont des bons joueurs d'abord. Oui. Mais pour rendre ça facile, il faut Ivan Ndika, Agbadou, Christophe Opéry et puis Wilfried Sengo. Le match sera très facile. D'accord. D'accord. Ok, merci. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie éliminatoire Cannes 2025? Jean-Philippe, on vous écoute. Mais écoutez, je pense que les 4 défenseurs titulaires de l'équipe de Côte d'Ivoire sont connus. Pratiquement tous les participants, que ce soit sur le plateau ou à la maison, vont vous donner le même quatuor. Actuellement au niveau de l'équipe nationale, avec un Agbadou qui a supplanté pour l'instant Odilon Kosonou qui revient petit à petit à la compétition
dans son nouveau club de l'Atalanta Bergame. Mais je crois qu'avec le résultat qu'il y a eu aujourd'hui, après-demain, on aura des surprises dans la composition de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire, surtout au niveau de la charnière centrale. Parce que Evan Ndika était quasi annoncé indisponible pour cette fenêtre. Il avait été touché dans la rencontre précédente, l'annonce de la liste, et beaucoup présageaient qu'il ne serait pas du voyage. Donc quel serait l'intérêt de l'entraîneur d'aligner son meilleur défenseur, le patron de la défense ivoirienne, si celui-ci pourrait tout simplement traîner un léger bobo? Je pense qu'il ne voudrait pas que cela s'aggrave sous sa direction, son autorité en équipe nationale. Donc je pense que du côté de Ndola déjà, ce serait capable de ne pas aligner Evan Ndika au niveau de l'axe central. Le deuxième élément qui pourrait l'emmener à le faire, c'est que sur cette fenêtre, il récupère un garçon comme Odilon Kosoumou qui n'a plus vu depuis un certain moment, donc qui serait susceptible de revoir dans une charnière centrale avec Agbadou, où il pourrait prioriser tout simplement la très bonne forme d'Ousmane Diomandé, qui avait réalisé une performance XXL avec son club face au Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des Champions. Il pourrait tout simplement accorder une nouvelle chance à ce jeune garçon-là, en Ndola, à côté d'un Odilon Kosoumou ou d'un Agbadou qui est aujourd'hui s'est installé comme l'un des piliers de cette défense ivoirienne. Maintenant, en ce qui concerne les latéraux, je pense que évidemment il va débuter avec Opéry et à gauche et puis Wilfried Senghor à droite pour avoir une certaine sécurité. Mais moi personnellement, je pense que c'est la défense centrale qui va forcément être un tout petit peu chamboulée. Et je ne pense pas qu'il soit évident qu'on ait la même charnière qu'on a eue sur les dernières rencontres concernant les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement la charnière centrale qui va nous permettre d'avoir le gain de la victoire au cours de cette rencontre qui aura lieu après-demain. Tout va dépendre de l'animation du jeu, de la volonté que chaque compartiment va mettre dans le pressing, dans le repli défensif, dans le compactage du bloc équipe pour espérer contrarier ces Zambiens-là qui, je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, joueront leur qualification parce qu'en cas de victoire, les Zambiens seraient définitivement qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations et élimineraient la Sierra Leone. Je les vois mal prendre le risque de tomber dans un faux rythme qui leur sera imposé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Par les éléphants. Éliminatoire CAN 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Les Ivoiriens s'expriment sur la page Facebook de la 3 par rapport justement à la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons Match Diarasouba qui nous dit on est qualifié sans jouer, on est qualifié sans jouer, on est qualifié sans jouer, il est bien heureux. On a aussi Chanara qui nous dit la dernière fois qu'un pays nous a qualifiés, on a été champion d'Afrique. Donc, copier-coller forcément. OK, très bien. Bon, on a beaucoup de messages un peu drôles comme ça que je serai de lire en cours d'émission. Et puis, justement, Yaya Fofana, est-ce qu'on peut dire qu'il est indiscutable sur ce match face à la Zambie après-demain? Oui, on a donné les raisons qui priment pour qu'il soit titulaire demain. Je pense que oui, l'entraîneur aurait raison de le garder comme gardien numéro 1. Vous savez, dans les équipes, les entraîneurs et les sélectionneurs ne changent pas les gardiens de but pour changer. Ils changent en cas de force majeure. Une seconde, juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Cadio qui nous appelle de Angré, Monsieur Cadio, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, bienvenue à tout le monde. Voilà, et on vous écoute. Toute la Côte d'Ivoire nous écoute avec vraiment beaucoup de respect pour nos éléphants. Oui. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Monsieur Cadio. Et puis, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Avant de parler d'options, je voulais dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. Le Maroc, lors de la troisième journée de la CAN 2023, a mis tous ses meilleurs joueurs pour pouvoir qualifier la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas choisir une équipe, soit la Zambie ou bien la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire, ce sont des compétiteurs. On joue le match comme si les joueurs n'ont pas le résultat. Et si on gagne le match, ça va se décider entre la Sierra Leone et la Zambie. Je pense que j'ai confiance en notre entraîneur
qui est un professionnel. Oui. Parce que quand tu es un grand pays, il faut respecter les adversaires qui sont dans ta poule. Exactement. À mon avis, je pense que Diomandé, Ousmane et Ndika, et Opéry et puis Senghor. D'accord. Vraiment, je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire de la Zambie. Il faut que vraiment on part à la cave en se faisant respecter. Merci beaucoup, M. Kadio, c'est bien noté. Voilà, merci M. Kadio qui nous appelait donc d'Angré. Oui, Emetete, je vous laisse terminer. Oui, alors juste à propos du jeune Yaya, c'est un garçon qui commence à se séparer de ses petits complexes. Aujourd'hui, il est en confiance, il est titulaire à part entière et je disais que les entraîneurs ne changent pas de gardien de but pour changer au cours d'une compétition, sauf s'il y a cas de force majeure. Donc lui, il part déjà en tant que titulaire, mais il doit avoir, il n'a pas encore, à mon avis, assez d'autorité sur sa défense. C'est le dernier rempart. Et on doit l'entendre diriger sa défense. Maintenant, bon, il a tellement confiance à ses défenseurs qu'il ne leur parle pas souvent. Mais sinon, il doit leur parler. On doit sentir sa présence dans les buts. Voilà. Et puis, quand il sort, il doit sortir avec autorité. Bousiller tous ceux qui sont devant lui pour récupérer le ballon. C'est ça, un grand gardien. Pour qu'il soit grand gardien, il faut qu'il ait de l'autorité. Pour le moment, je pense que c'est parce qu'il est encore jeune, il n'arrive pas à parler aux anciens, mais il doit pouvoir parler à ses défenseurs. Qu'il soit ancien ou jeune, il doit pouvoir les diriger. Voilà. S'il parlait à ses défenseurs, il y a des buts qu'on ne prendrait pas. Qu'on ne prendrait pas. Oui. D'accord. Okay. C'est bien noté. Concernant les défenseurs, hein, revoyons la liste justement des défenseurs. Oui, les défenseurs appelés par MS Faye, on a Evan Ndika de l'AS Roma, Emmanuel Agbadou de Reims, Ousmane Diomandé du Sporting Portugal, Wilfried Senghor de l'AS Monaco, Sinali Diomandé de l'AS Auxerre, Christopher Opéry du Havre, Guela Doué du Racing Club de Strasbourg et Hassan Kamara de l'Udinese du côté de l'Italie. Voilà. Donc voilà donc la liste des défenseurs appelés par le coach Faye. Bon, concernant la charnière, quelles sont les qualités et les défauts des joueurs susceptibles d'accompagner Ndika? José. Bon, au niveau des joueurs qui peuvent accompagner Ndika, bon, comme Ndika lui-même est inamovible, il en a appelé 3. Il y a Ousmane Diomandé, il y a Sinali Diomandé et il y a Emmanuel Agbadou. Je pense que ces garçons ont tous de la qualité. Et cependant, arrivé à un certain moment, l'entraîneur est obligé de faire des choix. Et moi, j'ai discuté souvent avec des grands défenseurs, tels que Basile Boli, tout ça. Et en des circonstances comme ça, il dit souvent même que l'entraîneur demande à l'élément inamovible, c'est-à-dire il ne décide pas. Mais il lui demande, mais écoute, avec qui tu te sens le mieux, dans la paix, comme ça, ce n'est pas le choix que je t'ai dit je vais faire, mais comme tu es l'élément central. Donc vous pensez que le coach Faye pourrait poser cette question? Oui, je pense qu'il discute avec Ndika. Je pense qu'il discute avec Ndika. Et quand on voit la chronologie des matchs, je pense que Ndika est plus à l'aise avec Emmanuel Agbadou. Puisque depuis qu'Agbadou est arrivé, je pense qu'il n'est pas sorti du groupe. Il a toujours été titulaire. Donc, tous ces garçons qui jouent à côté d'Ndika ont de la qualité. Ils ont un bon jeu aérien et ils ont un bon gabarit, à part Sinali Diomandé qui est lui peut-être en dessous. Voilà. Sinon, ils ont un bon gabarit, mais il y a des détails qui entrent en ligne de compte qui font que MS Faye peut-être peut choisir un tel ou un autre. Bon, Ousmane Diomandé, il a une qualité, il joue quand même des 2 pieds. Ça, c'est une qualité pour Ousmane Diomandé. Ouais, c'est un garçon qui est très vif, il sort beaucoup sur le ballon, il a un beau jeu aérien. Donc ça, c'est une qualité. Emmanuel Agbadou, pareil, mais peut-être lui un peu plus lent dans sa démarche, mais il a des qualités. Il a une grande qualité qui est reconnue au stade de Reims, c'est que c'est un garçon qui est fédérateur. Il est vice-capitaine d'ailleurs. Voilà. C'est un garçon qui est fédérateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème d'intégration. C'est-à-dire que partout où il passe, c'est une grande qualité qu'on lui reconnaît dans son club.
Et vous comprenez bien, quand là, vous parlez d'Agbadou. Agbadou. Oui. Quand il est arrivé, il n'est pas sorti. Il est arrivé, il n'est pas sorti. Donc, c'est une qualité qui est mise en jeu. Quand tous les défenseurs sont au même niveau, ce sont des détails qui comptent. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est une grande qualité d'Emmanuel Agbadou. Moi, son petit défaut, peut-être, il est un peu lourd. Voilà. Il est un peu lourd, mais à part ça, c'est quelqu'un qui ressort bien le ballon et je pense que ça peut passer. D'accord. Très bien. Oui, M. Oui, sur la question, vous avez demandé si le sélectionneur pouvait demander à Ndika, par exemple, avec qui il compte jouer, c'est ça? Oui, il arrive au sélectionneur de demander, dans les tout débuts, quand on essaie de mettre une équipe en place, mais là, l'équipe est complètement en place, là. Mais on peut demander à un défenseur central qui est, je veux dire, qui représente l'image de la défense, donc notamment Ndika, on peut lui demander avec qui il se sent mieux dans le truc, parce qu'il y a les qualités aériennes, il y a les capacités de relance, il y a le déplacement rapide à gauche comme à droite, la couverture, etc. Et puis, il y a l'attention particulière qu'a un défenseur de pouvoir faire soit une belle relance ou récupérer le ballon au moment où il y a danger et chasser le ballon quand il y a une situation de crise. C'est ça, ces qualités-là. Et je pense que le garçon Agbadou, moi, il m'a fait très bonne impression lors de son premier match. Je pense que c'était contre le Lesotho. Il était rentré en deuxième période, si vous avez une bonne mémoire. Si j'ai une bonne mémoire. Bon, on espère que vous avez une bonne mémoire. Ah, je l'espère pour moi. Et il m'avait fait grosse impression et dit que ce garçon a été plusieurs fois sélectionné, mais qu'il n'avait jamais été utilisé. Et à un moment donné, il a dû vouloir partir de l'équipe nationale, ne plus revenir. Ça lui a effleuré, ça l'a un peu effleuré l'esprit. Donc, c'est une paire qui marche en ce moment. Mais ce que je leur dirais, moi, c'est de ne pas fignoler dans la défense. Ne jamais fignoler dans la défense. On ne cherche pas à faire un crochet dans la défense, en plein cœur de la défense. D'accord, très bien. C'est bien noté, M. Tchétché. Nous avons un appelant, Ouattara Ibrahim, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Voilà, et on vous écoute, éliminatoire CAN 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? On vous entend faiblement, hein. Si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, pour moi, la défense, c'est Emmanuel Agbadou, Evan, qui se fait opérer, et Kengo Wilfried. D'accord. On ne change pas l'équipe qui gagne. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Ouattara Ibrahim. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Tout à l'heure aussi, José Diati parlait d'Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, on peut le dire, hein, qui est le défenseur ivoirien le mieux coté actuellement en Europe. Mais pourquoi le coach Faye ne lui fait pas confiance? Jean-Philippe. Je ne dirais pas que le coach ne lui fait pas confiance. Je pense que Ousmane Diomandé est quand même le plus jeune de la défense ivoirienne. Il y a des garçons beaucoup plus expérimentés que lui qui sont présents dans cette équipe nationale et qui font le boulot. C'est vrai qu'il est en constante progression. Il évolue dans un très bon club. Il est appelé, au vu des informations qui nous parviennent ça et là, à signer dans un top club européen. Beaucoup parlent de Manchester United où son coach Amorim a signé et du Paris Saint-Germain qui ferait le forcing pour le prendre. Donc, il est évident que l'année prochaine, il va franchir un autre cap. Mais devant lui, quand même, il faut regarder les hommes qui sont présents. Voilà, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on a des garçons qui ont pris le pouvoir. Evan Ndika, Emmanuel Agbadou. J'avais cité tout à l'heure Odilon Kosonou. J'ai constaté qu'il n'était pas de la liste, alors que, bon, normalement, paraissait qu'il avait été appelé. Mais derrière, quand même, le plus ancien de tous ces garçons en équipe nationale, il s'appelle Sinali Diomandé. Justement, Sinali Diomandé, qu'est-ce qu'il peut apporter? Il était présent dans cette équipe avant tous les autres. Et puis, petit à petit, il est rentré dans les rangs et il avait disparu. Puisqu'à Lyon, il n'avait plus de temps de jeu. Il s'est retrouvé par la suite être prêté au club d'Auxerre. Et on voit aujourd'hui ses performances. Il est en train de petit à petit revenir à son meilleur niveau. Donc, vous avez des garçons comme Sinali Diomandé, vous avez des garçons comme Evan Ndika, vous avez un garçon comme Emmanuel Agbadou aujourd'hui, qui est un patron quand même dans une équipe qui fait fort au niveau du championnat de France. On ne va pas reprocher à Faye Mers de ne pas classer à chaque rencontre Ousmane Diomandé. C'est vrai que ce n'est pas une question de droit d'aînesse, mais quand même, en termes d'expérience et puis en termes de niveau de forme, je pense que le secteur défensif de la Côte d'Ivoire est celui-là qui nous apporte le plus d'assurance.
parce que nos défenseurs sont tous titulaires dans leur club, ils font de très bonnes prestations au fil des journées. Donc moi, je ne dirais pas qu'Emers Faye n'a pas confiance en Ousmane Diomandé. Pour preuve, après la polémique qui a eu cours avec la sortie de son formateur Hamza Gamal, il a rappelé le garçon. Le garçon est présent, il n'était pas présent lors de la dernière fenêtre pour cause de blessure. Il est présent sur cette fenêtre. Peut-être qu'il jouera. Bon, je l'ai dit déjà, je mettrai une pièce sur la non-présence d'Evan Ndika dans la défense en Zambie, même si je dirais j'aimerais qu'il soit présent. Mais Ousmane Diomandé, je pense que c'est sûr que sur les deux fenêtres, les deux rencontres de cette fenêtre, il va jouer un match et il va petit à petit retrouver la confiance qu'il avait entre guillemets perdue au niveau de la sélection nationale. Pas au niveau de l'entraîneur, mais au niveau de lui-même, sa prestation. Et puis il va nous revenir à un meilleur niveau. D'accord. Éliminatoire Cannes 2025. La question LGT de ce soir reformulée. Quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Bon, les éléphants qui sont arrivés aujourd'hui même en Zambie, mais déjà avant le voyage, ils ont mis du sérieux dans le travail. Ces images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football sont édifiantes. On regarde. Affronter la Zambie, n'est-ce pas? Oui, après ces images, on peut dire qu'ils sont tous en forme et qu'ils sont bien arrivés à Ndola, en Zambie, et qu'ils vont affronter cette équipe zambienne, les regarder droit dans les yeux, puis leur planter les buts, mais rester le plus sérieux possible. Le plus sérieux possible. Le plus sérieux possible. D'accord. Je sais que c'est José Dati qui nous parlait d'une défense 4-3-3, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, bon, est-ce que vous pensez que Faye pourrait justement opter pour une défense à 3, Aimé? Non, non, je ne crois pas. Avec les éléments dont il dispose en ce moment, je pense que la meilleure défense pour Faye, c'est de partir sur la base de 4 défenseurs. Mais bon, après, chaque système de jeu ne vaut que par l'animation des joueurs qui exécutent, je veux dire, ce que l'entraîneur veut. Ouais. Ça dépend de l'animation du jeu des joueurs. Si on les met en 4-4, qui ne peut, en 4-3-3, qui ne rendent pas ce que le coach veut, il va faire des réaménagements, sortir certains joueurs et les remplacer. Donc oui, moi je pense que il faut être un peu sérieux. Il va falloir être sérieux dans la défense, concentré. Concentré. Voilà, donc je pense qu'une défense à 4, c'est beaucoup plus stable qu'une défense à 3 où les ailiers sont obligés de partir. Parce que s'il n'y a pas de couverture, vous êtes vraiment en danger, vous êtes exposé. Et il faudra éviter cela en Zambie. Il faudra véritablement éviter cela en Zambie. Et pour terminer, oui, José Dati, vous désirez ajouter quelque chose? Non, non, non. Moi, je suis pour la défense à 4. La défense à 3, c'est... Si vous jouez à 3, ça, c'est le système de, comme on appelle, à l'UCC, qu'on appelle tactico. Il densifie son milieu de terrain avec 5 milieux, 3 défenseurs. Et puis, mais ça, il faut vraiment avoir de bons défenseurs. Et puis, il faut avoir de bons ailiers pour revenir à chaque fois. Bon. Faye n'est pas un adepte du système 3. Je pense qu'il a tenté une fois ça, mais ça n'a pas marché. Éliminatoire Cannes 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. En défenseur central, je mets Ndika parce que c'est lui le boss de la défense des éléphants. À côté de lui, Ousmane Diomandé, voilà, sur sa bonne performance avec le Sporting. Défenseur latéral droit, je mets Wilfried Senghor parce qu'actuellement c'est lui le meilleur à son poste. Et arrière gauche, je vais mettre Christopher Opéré. La meilleure option défensive, c'est Ndika au milieu et Diomandé Ousmane aussi au milieu. Et à droite, Opéré et à gauche, Senghor. L'équipe défensive qu'il faut, j'aimerais placer sur le côté droit Wilfried Senghor, sur le côté gauche, Opéré, et dans la centrale, Angbadnou et Ndika. Voilà, c'est ce que je vois comme une bonne défense pour pouvoir contenir l'équipe zambienne. Suite à la défaite précédente, le coach devra certainement renforcer la défense. Et les éléments probables pour moi, c'est d'abord au niveau de la droite, Senghor, Wilfried Senghor. Au niveau de la charnière centrale, je vais opter pour Ousmane Diomandé et Ndika. Il faut dire cette paire-là, et au début de la CAN, nous a beaucoup montré beaucoup de choses. Malheureusement, avec le match face au Nigeria,
ils n'ont pas bien mené, mais ça a été une faute. Il faut leur donner encore une chance. Et à gauche, je vais mettre Christian Péry qui fait de très bons matchs jusqu'à ce jour. À partir de ce match-là, c'est là qu'il a eu des problèmes. D'accord. José, nous sommes en direct, celui-là. Vous voulez le carton jaune? D'accord. Bon, de toute façon, jusqu'à la fin de l'émission, vous risquez d'avoir le carton jaune. Éliminatoire CAN 2025, quelle est la meilleure option défensive contre la Zambie? Effectivement, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Le classement du groupe G, du coup, voilà, on part avec le classement du groupe G. Ouais, Jean-Philippe, le classement du groupe G. Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire tient le pavé de tête avec 9 points en 4 journées et un goal différentiel de plus 6, suivi de la Zambie qui totalise 7 points, 4 matchs joués, goal différentiel nul. Ensuite, la Sierra Leone qui a joué sa 5e rencontre aujourd'hui face au Tchad totalise 5 points avec un goal différentiel négatif de moins 3. La Sierra Leone est 3e du groupe et le Tchad est 4e de ce groupe-là. Avec 3 points moins 3, il faut dire que le Tchad est définitivement éliminé de la course à la qualification finale parce qu'il leur reste un match à jouer. Même en cas de victoire, il finirait 3e à 6 points. Et il jouerait contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Et on a rappelé le scénario entre Sierra Leone et Zambien qui pourrait soit s'achever demain par une victoire de la Zambie et qualifier la Zambie directement pour la Coupe d'Afrique et éliminer de facto la Sierra Leone. Soit un tout autre résultat, victoire des éléphants, match nul, qui donnerait une formidable finale lors de la dernière confrontation entre Zambiens et Sierra Leone. Voilà. En Sierra Leone. Normalement, à Monrovia, mais on sait que la CAF... Oui, je veux dire dans le terrain délocalisé. Elle peut même délocaliser en Côte d'Ivoire si les Zambiens refusent de jouer sur cette pelouse synthétique. Donc, on vous redonne l'information tombée ce soir. Hein. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN 2025, Maroc 2025, après le match Tchad-Sierra Leone qui s'est soldé un but partout. Donc, du coup, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour le Maroc 2025. Voilà. Et justement, par rapport à la première place de la Côte d'Ivoire, impression, Aimé Tchétché. Ben oui, c'est pour ça qu'il faudra gagner absolument ce match-là, mais ne pas se découvrir, parce qu'en voulant gagner souvent, on se perd un peu les pédales et puis on prend un but. Il faudrait éviter cela. Il faut conserver cette première place jusqu'au bout. Et les éléphants ont les moyens, avec la liste de Emers Faé, tant en défense au milieu de terrain qu'en attaque, pour remplir convenablement cette mission et qui leur permettra de gagner ce match, mais faire le bonus après lors du match face au Tchad. Donc, les éléphants, pour l'heure, leader de ce groupe G, vous pensez qu'ils vont rester leaders jusqu'à la fin? Oui, je le pense, parce que je ne suis pas certain que les éléphants puissent perdre ce match-là demain et le vendredi. C'est le football, c'est le football, mais je pense que avec le discours qu'on a entendu de Faye et Emers, je pense qu'ils sont armés pour aller chercher au minimum un match nul et se qualifier. Et puis les éléphants, la Côte d'Ivoire a un statut à défendre. C'est de gagner ces matchs et de toujours rester champion d'Afrique et premier de sa poule. Mais surtout que certains pays s'étaient déjà qualifiés lors de la 4e journée. Exactement. La grande team ce soir, c'est terminé. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Merci beaucoup, messieurs. Merci, José Diati. Merci, Merci, Jean-Philippe. Merci. C'était un bonheur de vous pratiquer ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.